La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à Café Philo Haïti. C'est un nouveau mardi de la philosophie sous l'égide de l'association culturelle Café Philo Haïti en partenariat avec la RTVC. Nous sommes là pour fabriquer le collectif. Ce nouveau mardi de la philosophie va être réalisé sous le thème de radiographie d'une dictature, lecture contemporaine d'une œuvre historique militante. Et l'intervenant, c'est Wayne Weber Artus, que nous allons présenter au fil des secondes. Et en fait, nous allons garder le format habituel de Café Philo. Et d'abord, il y a une première partie où l'on va écouter l'hymne national de la République d'Haïti, la salinienne. Et ensuite, il y a la chanson fétiche de Café Philo, Astas Lempe. La deuxième partie, ça va se faire avec une projection audiovisuelle. Ça va être un entretien avec l'historien Artis Weber. Et la troisième partie, ça va être l'intervention du professeur, de l'historien spécialiste en relations internationales. Et puis, il va y avoir une pause musicale, enfin, les questions-réponses. Voilà en gros le menu du jour de ce nouveau Café Philo. Et encore une fois, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Soyez bienvenus parmi nous. Soyez bienvenus parmi nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous allons, comme je viens de le dire, écouter l'hymne national de la République d'Haïti. Merci. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point de maître, une chose, soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Café Philo, comme tout espace, c'est un espace idéologique. Nous allons écouter la chanson fétiche de Café Philo, Astas Lempe de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida
comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pour la deuxième partie de l'émission. Et je rappelle que nous avons avec nous le professeur Wayne Weber Artus et qui va nous parler de la radiographie d'une dictature, lecture contemporaine d'une œuvre historique militante. Je rappelle que Artus est docteur en histoire, spécialiste en relations internationales. Il est également journaliste, il a travaillé à la radio-télévision Caraïbe et il a également travaillé à RFI et il a publié beaucoup d'ouvrages, notamment Duvalier à l'ombre de la guerre froide, Les dessous de la politique étrangère d'Haïti, La machine diplomatique française d'Haïti. En fait, nous avons avec nous un grand chercheur. Ses œuvres, ses recherches fondamentales nous permettent de comprendre le rôle qu'ont joué les soi-disant amis d'Haïti dans le maintien de la dictature. On y va pour la deuxième partie, on y va pour la projection audiovisuelle, on va revenir après. On y va pour la troisième partie, ça va être l'intervention du professeur Wayne Weber Artus.
Nous allons parler de la radiographie de la dictature. Il y a beaucoup d'éléments et d'interrogations qui peuvent nous permettre de faire la radiographie de cette dictature. D'abord, pourquoi réfléchir sur la dictature? Comment peut-on maintenir vivante la mémoire des victimes de la dictature, que ce soit à la fois comme quête de justice et comme engagement dans une dynamique solidaire ou en vue d'instituer un lien citoyen? Comment donc penser ou repenser le silence sur la mémoire de la dictature des Duvalier? Pourquoi le devoir de mémoire? Comment articuler vérité et justice? Quel usage ont fait les duvalieristes de l'histoire? Peut-on dépasser l'après-Duvalier? Voilà autant d'éléments d'interrogation qui peuvent nous permettre de comprendre la radiographie de la dictature des Duvalier. Professeur Wayne Robertus va nous entretenir sur ce thème. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Carlson. Merci à vous tous. C'est un plaisir pour moi de vous avoir ce soir encore. Et donc, je vous dis bonjour et bonsoir. Pour parler de... En réalité, dans le thème, les gens qui sont habitués à la bibliographie ou à l'historiographie sur Duvalier, ils voient déjà dans le thème « Radiographie d'une dictature » le titre d'un ouvrage, le titre du livre de Gérard Pierre-Charles. En fait, c'est ce livre que je vais utiliser comme prétexte pour faire une lecture, si je peux dire, contemporaine du duvalierisme. Donc, il sera beaucoup question de Gérard Pierre-Charles, il sera beaucoup question de la manière de Pierre-Charles de présenter le duvalierisme et de sa manière, de sa compréhension de la période. Et en fait, Gérard Pierre-Charles, vous le savez, est un intellectuel de renommée internationale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Haïti, en particulier le texte « L'économie haïtienne et ses voies de développement » qui a été publié en 1967. Ce texte est une étude socio-économique qui offre des analyses savantes et des propositions approfondies sur l'économie d'Haïti. En fait, les écrits de Pierre-Charles sont empreints de considérations marxistes. Et ces manières d'analyser la société haïtienne en fonction des différences de classe, de la répartition du corps social en groupes dominants et groupes dominés, ces critiques de l'appropriation du capital par la classe dominante au détriment des paysans et des travailleurs, ces évaluations du rôle des mouvements sociaux et ces jugements acerbes de la dominance de l'impérialisme, en particulier des États-Unis sur Haïti, sont fortement influencés par sa vision marxiste du monde capitaliste, en fait. Aussi, Radiographie d'une dictature est donc de cette lignée. C'est un texte de sociologie politique militante qui donne pour objectif de situer le duvalierisme et ses mécanismes de domination dans une dimension sociologique haïtienne et dans le cadre de ses relations internationales. D'ailleurs, Pierre-Charles ne cache pas le caractère subjectif de son œuvre. Il se présente comme un syndicaliste, un militant étudiantin, un révolutionnaire, un opposant au régime des Duvalier. Voilà ce qu'il écrit. En tant qu'Haïtien, écrit-il, et je cite, directement mêlé à la conjoncture nationale, nous ne pouvions pas, en dépit de notre souci de rigueur objective et de notre désir de captiver la vérité historique, produire une œuvre froide, imprégnée d'académisme qui se refuserait à prendre parti. En fait, ce texte, donc, Radiographie d'une dictature, est une œuvre d'un combattant qui n'a pas, je cite encore, le souci de ne pas se brûler les mains. Mais ceci n'empêche pas, cependant, que ce texte soit un ouvrage de référence qui aide à illuminer les problèmes d'Haïti avant, pendant et après Duvalier. C'est un texte qui a été publié en 1969, donc bientôt 60 ans, et la première version a été publiée au Mexique et a été évidemment interdit de distribution ou de publication en Haïti au moment de sa parution. Radiographie d'une dictature permet non seulement de comprendre sous les différents angles la situation d'Haïti durant les années Duvalier, il donne aussi à voir l'ampleur
encore présente des dégâts produits par la dictature. Pour Pierre Charles, François Duvalier, en dépit de son poids dans la crise qu'a traversé le pays pendant et après les 30 ans de son gouvernement, en fait, Duvalier, François et Jean-Claude, en fait, Duvalier n'a été qu'un élément de problème plus profond, caractérisé par, je cite, la crise d'un régime économique et social, l'éclatement d'un système qui se veut en vain faire marcher l'histoire à reculons. Donc, radiographie d'une dictature ne se limite pas à retracer les méfaits du duvalierisme et à les dénoncer. Il se propose, c'est d'ailleurs le style de Pierre Charles, il se propose une analyse profonde socio-historique d'Haïti qui montre comment Duvalier a en fait empiré une situation qui l'a engendrée. Avec le duvalierisme, écrit Pierre Charles, se manifestait toute une catégorie sociologique illustrant les déformations institutionnelles de la dégradation économique et de l'oppression économique dans les conditions d'une société parvenue à la crise extrême de ses structures socio-économiques. Aussi, pour Pierre Charles, la résolution, pour Pierre Charles en 1967, la résolution à la crise haïtienne passe premièrement par la chute de la dictature. Mais tout en reconnaissant la chute de la dictature comme premier élément de solution à la crise, Pierre Charles a été assez lucide pour entrevoir que la seule chute du dictateur ne suffirait pas à changer radicalement les problèmes systémiques que confronte Haïti, dont les corollaires devraient être un nouveau rapport, un rapport démocratique au pouvoir politique, une gestion économique saine au profit du peuple, la transformation de la classe possédante en une bourgeoisie nationaliste, l'émergence des acteurs sociaux comme vecteurs de démocratisation et de développement économique, un changement profond dans le rapport de soumission des dirigeants haïtiens à l'international. Voici donc un peu le contexte global de la radiographie d'une dictature de Gérard Pierre Charles. Maintenant, quelques fils rouges qui traversent le texte pour nous permettre de comprendre un peu ce qu'a été le duvalierisme. D'abord, premier fil rouge, le pouvoir. Le pouvoir donc caractérisé par une violence d'État, déni de participation citoyenne et apparence de démocratie. En fait, le caractère violent du régime de Duvalier est l'un des éléments qui apparaît le plus clairement dans la radiographie d'une dictature de Gérard Pierre Charles. C'est un régime qui assassinait, volait et violait les droits les plus élémentaires des citoyens. La création et le fonctionnement des tontons macoutes répondaient même à la logique d'établir un terrorisme d'État qui réduisait la population entièrement au silence. Le résultat de cette politique, écrit Pierre Charles, c'est que le résultat, c'était quoi? C'était des centaines d'assassinats perpétrés en plein jour et sous les yeux de la foule, des disparitions de suspects, des représailles exercées contre les proches parents des inculpés et l'exposition publique des restes de certaines victimes. Femmes, enfants ou vieillards n'étaient pas épargnés. En exemple, le massacre de la famille Benoît à Port-au-Prince en 1963 ou l'extermination des familles des membres du groupe Jeune Haïti en 1964 à Jérémie. L'un des moyens, décrit Pierre Charles, utilisés par ce régime de terreur pour assurer sa survie était de proscrire toute participation citoyenne aux affaires publiques. En fait, tout se décidait à Port-au-Prince, particulièrement au Palais national. Et la politique était considérée comme une question privée. Quand on arrêtait des gens, quand quelqu'un était arrêté pour des questions politiques, on disait qu'il était arrêté parce qu'il fourrait boucherie dans bagaille qui pas regarder. En fait, faire de la politique en ce moment, c'était se mêler des affaires qui ne nous regardaient pas. Et Gérard Pierre Charles, il montre comment des prêtres, des militaires, là il le montre beaucoup plus dans son livre Haïti, Jamais plus, qu'il va écrire dans les années 2000. Alors il montre comment à la fois des militaires, des prêtres, des hommes d'affaires, généralement identifiés comme des éléments de droite, comment ils payaient de leur vie leur non-participation au pouvoir, ou du moins leur participation ou leur support aux activités politiques. Et quand on parlait d'activités politiques, au cours de cette période, on parlait par exemple d'activités syndicales ou d'activités étudiantes.
Et nous avons encore en mémoire ce qui s'est passé en 1960 avec la grève des étudiants. Beaucoup de jeunes, dont des écoliers, périssaient dans les cachots de Duvalier pour avoir simplement posé une question jugée dérangeante sur la situation de leur pays. C'est là toute la difficulté de cerner le duvalierisme idéologiquement, parce qu'en fait, il y a souvent une tendance de camper le duvalierisme comme un gouvernement de droite anti-gauche, mais en fait, comme je viens de le décrire tout à l'heure, les victimes de Duvalier étaient à la fois des éléments de droite comme des éléments de gauche. Et c'était aussi des Noirs comme des mulâtres, malgré que le régime se présentait comme un régime noiriste. Deuxième fil rouge, l'économie. En fait, il y a cette tendance à faire croire que, mis à part la répression politique, la situation était meilleure sous Duvalier, en particulier l'économie. Et là, Pierre Charles, dans son analyse assez minutieuse, vous savez comment l'économie est très importante pour Pierre Charles, dans son analyse, il montre en fait comment l'économie était et a demeuré dans son étape pré-capitaliste pendant les années Duvalier. En fait, il y a tout un... Je vais faire quelques longues citations, une longue citation pour vous montrer cet extrait de Pierre Charles sur l'économie, et ce sont des extraits en fait qui en disent long sur l'état de l'économie durant les années Duvalier. Je cite Gérard Pierre Charles. Le secteur fondamental de l'économie, à savoir le secteur agricole, présente des aspects marquants de féodalisme, comme la grande propriété travaillée par des paysans assujettis, la forme féodale de rémunération du travail en nature, rarement en espèces, et l'existence d'une masse importante de paysans sans terre, des techniques agricoles à caractère presque médiéval, une faible productivité, un bas niveau de commercialisation des produits agricoles, une économie de substance dans un large secteur de la population rurale, un niveau de vie infrahumain de la paysannerie, telles sont les caractéristiques les plus marquantes de l'agriculture haïtienne, révélateurs de la structure archaïque de l'économie rurale et qui influent évidemment sur la problématique générale de l'agriculture. Mais là ne sont pas les causes de ce féodalisme né des conditions de régime économique et social données. Et il y a un ensemble de chiffres que Gérard Pierre Charles donne dans son ouvrage, notamment dans les pages 121 à 123 dans l'édition 1986 de son livre, pour montrer comment était la situation économique du pays en 1967, au moment donc de la publication de la première version de son livre Radiographie d'une dictature. Et Pierre Charles utilise certaines notions qui montrent comment l'économie haïtienne n'a pas développé. Je viens de citer le féodalisme économique utilisé par Pierre Charles. Il parle aussi de parasitisme économique. Il parle de dimension d'entreprise coloniale pour décrire la manière dont s'était organisé le système économique sur Duvalier. Maintenant, il faut reconnaître, et Pierre Charles aussi le reconnaît, que le féodalisme qu'il décrit n'a pas été inventé par Duvalier. Mais comme il le montre, avec Duvalier, le pays est passé de la stagnation au recul économique. Et pour faire face au déclin de l'économie, au déclin de ce féodalisme, mais aussi au déclin économique occasionné par des cyclones qui ont été très ravageurs, notamment dans les années 62, 63 et 64, mais aussi la chute du café. Donc Duvalier a décidé d'augmenter les impôts et de créer de nouvelles taxes. Mais là encore, ce sont les pauvres qui payaient, puisque depuis toujours en Haïti, les riches ne payent pas d'impôts. Et aussi, victimes de répression politique, de privation de liberté, d'accaparement de leurs biens par les tontons macoutes, mais aussi de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Donc, on a des milliers de citoyens qui décidaient de laisser le pays
en plus de ceux qui étaient expulsés directement par le pouvoir, notamment entre 1958 et 1964. Aussi, des professionnels formés avec les meilleurs moyens de la République fuyaient Haïti pour s'installer à l'étranger, souvent dans des conditions difficiles, laissant au pays leurs familles, incluant des enfants en bas âge. Et le système, par exemple, le système éducatif des pays nouvellement indépendants en Afrique a été construit par des professeurs, des professionnels haïtiens qui ont laissé le pays et qui se sont rendus en Afrique pour aider à la mise en place d'un système éducatif dans ces pays. Il y avait, par exemple, beaucoup plus de médecins et de psychologues haïtiens à Montréal qu'à Port-au-Prince. Et à New York et à Boston, la plupart beaucoup de chauffeurs de taxis noirs francophones de l'époque étaient des Haïtiens, mais c'était des professionnels, des professeurs, qui se transformaient en chauffeurs de taxi à New York ou à Boston. Sans compter donc d'autres cadres qui étaient en Amérique latine ou en République dominicaine parce qu'ils fuyaient la dictature des Duvalier. Donc voici donc un élément de réponse que propose Pierre Charles pour les gens qui s'interrogent aujourd'hui, par exemple, sur l'état de délabrement du système éducatif. Parce qu'en fait, cette situation qui a été une réalité de dictature, les conséquences se sont ressenties après la chute de Duvalier, bien évidemment. Et l'autre pays qui a bénéficié de beaucoup de bras d'Haïtiens, c'est la République dominicaine, qui a bénéficié de bras de dizaines de milliers de travailleurs haïtiens dans le cadre d'un accord avec Haïti. Donc des milliers de bras haïtiens ont été au cours de cette période. C'est vrai que cela a commencé depuis l'occupation américaine, mais cela s'est poursuivi et s'est renforcé et est devenu un commerce assez rentable sous les Duvalier. Maintenant, troisième fil rouge de la période, c'est la lutte pour le changement. En fait, la dictature ne s'était pas instaurée sans résistance. Qu'ils fussent de la classe politique traditionnelle, de l'armée, de l'Église, des syndicats, des mouvements étudiants, de la paysannerie, du secteur des affaires, en Haïti comme à l'étranger, par initiative personnelle ou par groupe, plusieurs centaines d'Haïtiens avaient décidé de dire non contre la dictature et des fois de combattre le régime armes à la main. Contrairement aux arguments de quelques duvalieristes selon lesquels c'est poussé par les attaques violentes de ses opposants que Papa Doc est devenu un dictateur, en fait, les documents disponibles et les témoignages montrent que les victimes, on pouvait les compter dès le départ du régime. C'est-à-dire dès 1957-58, les Kagoulas qui fonctionnaient pour le régime et avec l'autorité du régime faisaient déjà ressentir leur poids politique, leur poids répressif pour faire asseoir le régime. Mais il y avait un petit problème, de division au sein de l'opposition de la période, mais le groupe qui était le plus uni, c'était les mouvements de gauche. Et là, les gens qui s'intéressent à l'histoire de la gauche haïtienne vont retrouver dans le texte de Pierre Charles des pages assez intéressantes, assez instructives sur la fondation, les modes d'organisation, les fondamentaux idéologiques, les méthodes de combat, les tentatives de regroupement et les aspirations de la gauche, à commencer par Roumain jusqu'aux années 80 et même jusqu'à la chute de Duvalier. En fait, Pierre Charles, comme je vous l'ai dit, il a en plus d'écrire un ouvrage pour dénoncer le régime, pour radiographier le régime, pour montrer ses différents aspects, non seulement sur le plan politique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan des relations internationales. Il a aussi proposé, en tant qu'élément de gauche, un ensemble de changements
mais un ensemble d'actions à entreprendre pour une transformation des structures de la société. D'abord, pour Pierre Charles, il faudrait, alors après la chute du duvalierisme, comme je vous l'ai dit, Pierre Charles a constitué la chute de la dictature comme premier élément vers un changement dans le pays. Il a considéré que d'abord, il faudrait restructurer la bourgeoisie locale. C'est intéressant que Presma et que Pierre Charles, quoi qu'il fût un élément de gauche, en fait Presma c'était communiste, mais il n'a pas prôné l'effondrement ou l'écrasement de la bourgeoisie. En fait, il a compris qu'il aurait fallu une bourgeoisie nationaliste comme premier élément du changement dans le pays. Et il pense que le changement passe aussi par des changements au niveau de la classe moyenne qui devrait passer d'une classe moyenne qui veut s'enrichir à tout prix en laissant tomber sa mentalité coloniale, la mentalité coloniale qui consiste à acquérir de la richesse à la sueur des plus vulnérables pour en jouer en métropole. Donc Pierre Charles pense et prône un changement au sein de la classe moyenne pour que la classe moyenne comprenne qu'elle ne peut pas faire corps avec la bourgeoisie contre le peuple, mais que cette classe moyenne a un rôle à jouer dans la redistribution des richesses du pays. Et finalement, Pierre Charles prône de nouvelles considérations pour les plus démunis en les donnant accès notamment aux décisions politiques, à ce que les plus démunis puissent participer aux décisions politiques, mais aussi à ce qu'ils soient les principaux bénéficiaires des mesures économiques d'un pouvoir. Et comme vous savez, c'est bon. Là, je vais laisser peut-être aux historiens futurs d'analyser les retombées des mesures de Pierre Charles, qui a été notamment très proche des mouvements de gauche, entre guillemets, qui étaient arrivés au pouvoir après 1986, parce qu'il a été notamment fondateur et dirigeant de l'OPL. Je laisserai maintenant aux autres historiens de voir de quelle mesure où ces recommandations qui avaient été faites par Pierre Charles en 1967, est-ce qu'il avait pu vraiment prendre en compte et mettre en évidence ces recommandations au moment de l'arrivée des éléments de gauche au pouvoir, de certains éléments de gauche au pouvoir après 1986. Voici donc ma conclusion. Le 11 février 1969, préfaçant la radiographie d'une dictature, l'ancien président de la République dominicaine, Juan Bosch, a dressé un constat malheureux sur Haïti. Je cite, « Haïti, écrit Pierre Charles, écrit Juan Bosch, n'est pas un pays qui se développe, mais un pays qui repasse par des étapes qu'il avait dépassées il y a des années. Il engendre chaque jour plus de problèmes que de moyens de les résoudre. Haïti s'est tellement converti en un exemple de société en régression, opposé au concept de société en voie de développement, que depuis 1963, j'ai appelé haïtianisation le processus qui a consisté pour un certain nombre de pays d'Amérique latine à faire un bond dans le développement pour se mettre ensuite à reculer. De fait, alors, fin de citation, de fait, Haïti a beaucoup reculé par rapport au progrès réalisé après la révolution de 1946 et qui a vu Dumas estimé arriver au pouvoir et donner un certain élan au pays. Et s'il y a encore des Haïtiens de bonne volonté, je dis encore, en fait, il faut dire carrément, pour les Haïtiens de bonne volonté qui persistent à croire que sous Duvalier, les choses étaient meilleures, je propose vraiment une lecture ou même une relecture de la radiographie d'une dictature de Gérard Pierre Charles. Cette lecture leur est recommandée pour comprendre et pour prendre la mesure du net recul, tant politique qu'économique, qu'a connu Haïti pendant et après la dictature. En fait, 30 ans après, Haïti n'arrive toujours pas à se relever des mauvaises années de gestion des Duvalier.
Et l'une des choses que Pierre Charles nous montre, c'est qu'en fait, si on veut vraiment comparer le duvalierisme, pas la peine de le comparer après 86. Pas la peine de comparer les 30 ans de Duvalier avec les 30 ans d'après. Il faut le comparer avec ses contemporains. Comparer l'œuvre de Duvalier avec l'œuvre de Trujillo en République dominicaine, avec l'œuvre de Stroessner au Paraguay, ou avec l'œuvre dans une moindre mesure, mais quand même avec ce qu'a accompli Pinochet au Chili, ou avec même ce qu'a accompli ou ce qu'a poursuivi Joaquim Balaguer en République dominicaine. Aussi, 30 ans après la dictature, Haïti n'arrive toujours pas à se relever des mauvaises années de gestion de Duvalier. Le pays peine à retrouver sa voie du développement économique. Parallèlement, la démocratie reçoit de temps en temps des coups terribles. Mais l'espoir n'est pas perdu, en fait. Gérard Pierre Charles nous enseigne, et je cite, que la situation économique et politique d'Haïti, étant donné son degré de décomposition, porte en son sein les germes de sa propre transformation. Ici, continue Pierre Charles, il n'est pas besoin de subversion externe, ni d'intervention de puissances étrangères. De même que du fumier naît la nouvelle vie, la crise sociale haïtienne engendre les éléments de sa solution. C'est une loi historique qui a déjà eu une explication concrète au cours de l'évolution de ce pays. Je cite la page 68 de Radiographie d'une dictature. Et je crois que cette vérité qui a été énoncée par Gérard Pierre Charles il y a 60 ans est encore valable aujourd'hui. Merci. On applaudit le professeur Juan Robert Artus pour sa brillante intervention. Voilà, et en fait, on dit merci à Robert Artus pour cette brillante intervention. Et ça va être la 4e partie, on va respirer un peu. Et après 30 minutes d'intervention, 30 minutes de lecture contemporaine de l'œuvre de Gérard Pierre Charles, Radiographie d'une dictature, ce livre qui est de plus en plus aujourd'hui une clé pour comprendre les éléments pathologiques liés au pouvoir dictatorial ayant influé sur le champ politique haïtien. Et plusieurs décennies après sa diffusion ou sa publication, ce livre continue de nous faire réfléchir, de nous interpeller, notamment dans ce contexte post-86 de difficile transition démocratique qui perdure. On va respirer avec BIC, Nous bien mal. C'est la pause musicale. Voilà, c'est la 5e partie de l'émission. La dernière, mais pas la moindre. On va recevoir les questions-réponses par série. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on souvent. Et le professeur Robert Artus, selon vous, quel rapport Haïti a développé, bien quel rapport les acteurs du système international ont développé avec Haïti dans ce contexte de dictature des Duvalier. Et puis, c'est la première question de la première série. Les 2 autres questions, ça va être avec Henri Robert Jean et ensuite Justin Dieff. J'appelle Henri Robert Jean. Bonsoir. Professeur, moi, un petit gens déçu de présentation conférence à soir, dans la mesure où je ne comprends pas le contexte là. Est-ce que c'est promotion ou tu voulais faire de un livre qui est écrit par le feu Gérard Pierre Charles, ou bien dans le contexte actuel politique haïtien, où tu voulais situer classe politique qui t'est porté Duvalier au pouvoir là, où tu voulais comparer par rapport à la classe politique que nous gagnons depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Ou mandem
pour rayon X pour me projeter sous dictature. Si vous voulez comprendre, à chercher comme ça Pinochet fait, à chercher dehors, à chercher comprendre ça qui passe dehors, ça moi-même moi qu'a fait jodi là. Bon classe politique qui menait Duvalier au pouvoir, qui paraît toute colle et non point de tête. Duvalier a mérite que le dit carrément son dictateur. Depuis 1986, ce n'est pas classe politique haïtienne qui renverse Duvalier, c'est Duvalier, Rissio, eux-mêmes qui déçu de Jean-Claude qui renverse. Nous prenons Oulip Souli, nous disons c'est nous qui faisons. Maintenant, bagarre la vie non, mais nous de 86 à aujourd'hui, moins pas gagné dans l'esprit en quel gouvernement qui montait, qui dit c'est la gauche qui t'a fait démocratie. Si bien que chaque gouvernement monté, c'est renversé pour nous prendre place là. Donc, classe politique haïtienne, elle n'est pas démocratique. Je pense que c'est parallèle ça. Pour te permettre de comprendre, puisqu'on parle de lecture contemporaine, je n'ai pas senti contemporanéité, lecture qu'on va faire là. Nous ne sommes pas des démocrates en Haïti. Okay, donc, si nous jugeons Duvalier, il faut nous juger tête nous d'abord. Merci, Henri Robert Jean. Ok, pour essayer d'aller plus vite, intervenant, en fait, je n'ai pas connu la dictature de Duvalier, mais je connais la démocratie de nos jours. Et une chose qui est claire, c'est que si la dictature de Duvalier n'était pas le paradis, la démocratie de nos jours ressemble un peu à l'enfer. Donc, de ce fait, je voulais vous dire, intervenant, dans votre conclusion, vous avez dit, après 30 ans de démocratie, nous n'arrivons pas encore à nous relever des séquelles de la dictature. Pourrait-on vraiment remettre la mauvaise gestion de l'affaire publique, de la classe politique qui a émergé après 1986, avec encore la Duvalier, sachant que tous les démocrates, entre guillemets, leur mauvaise gestion de l'affaire publique? Merci. Merci. Et je vais répondre à une question rapidement. En fait, comme il y a une question qui vraiment est posée en créole, je vais répondre tous les trois en créole pour nous être très clair sur des points. Et premièrement, qui est un rapport Haïti avec les acteurs internationaux? En réalité, et comme toujours dit, si il y a un élément, je ne vais pas utiliser le thème que je ne pas vraiment utilisé en histoire, mais je vais dire avec tous les guillemets. Si il y a un élément côté pendant cette période-là, Haïti te potel un peu bien, c'était dans ses relations internationales. C'est-à-dire la gestion de la crise avec la République dominicaine, la gestion des relations avec Cuba, quel que soit Jean-Mon pensé de droite ou de gauche, la nationalisation du clergé catholique, et quoi d'autre? Et même nos relations avec Kennedy et Trujillo, avec Kennedy et Johnson pendant la période ça, c'était des moments côté la diplomatie haïtienne essayait de porter un message. Mais là encore, comme tout ça qui a passé dans le pays pendant la période ça, le message ça a été couvert par un objectif. Au lieu de te centrer par un objectif de défendre des intérêts nationaux d'Haïti, il était porté par l'objectif de travailler à la perpétuation du régime. C'était comme tu as dit, plus gros paradoxe qui gagnait au cours de période ça. Maintenant, relation nous pendant la période ça, il était vraiment dirigé dans le contexte guerre froide là. Côté Jean Haïti fonctionnait avec Cuba ou avec la République dominicaine ou avec les États-Unis et même les autres pays, ils dépendent de tournure qui était gagnée dans la guerre froide. Et étant donné que la guerre froide, comme tu as dit dans l'interview, c'est une guerre que les États-Unis lui-même ont menée, et Haïti qui toujours dans le giron les États-Unis, donc tu as gagné une participation et Duvalier, tu comprends ça, et souvent, ils utilisaient la guerre froide là comme instrument
pour le faire avancer agenda politique li dans relation avec les États-Unis. Maintenant, qui contexte conférence à soi? Moi-même, chaque fois que je prends la parole en public, et comme il était bien dit, spécialité, c'est histoire. Donc, chaque fois que je prends la parole en public, c'est seulement pour me parler nous du passé. Donc, c'est expliquer-nous bien ça qui est passé, mettez-le en contexte et pour permettre nous comprendre. Maintenant, sociologues, philosophes, politistes, politologues apprennent pour voir qui moyen, qui manière ils sont capables d'appliquer à la situation présente, ça qui était passé au passé. En tant qu'historien, je ne suis pas là pour juger ça qui est passé, même si effectivement j'ai une position sur plusieurs périodes de l'histoire d'Haïti. Comme moi étudié très bien, oui, j'ai de leaders que moi aimais que l'autre, moi que m'apprécier que l'autre, même m'a essayé de faire en sorte que je ne pas présenter comme un juge. D'ailleurs, je me songeais Marc Bloch qui dit dans Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien que nous comme historiens, nous plus tant qu'on juge d'instruction. Donc travail juge d'instruction, en fait juge d'instruction n'est pas un juge assis. Il est plus considéré d'ailleurs comme un juge debout, c'est-à-dire travailler c'est aller recueillir différentes pièces dans une enquête et mettre ensemble, contextualiser pour capable permettre de sortir avec une conclusion et ces conclusions ça que le présenter devant juge assis qui lui-même va décider. Nous-mêmes historiens, non, nous pas des juges assis, si on voulait comparer nous comme ça, nous plus considérés comme des juges d'instruction. Donc mon objectif ce soir, non, c'était pas de juger Duvalier. Maintenant, ma position encore en tant qu'historien, non, je ne suis pas capable de comparer 1957 à 1986. Je ne suis pas capable de comparer les 30 ans de dictature aux 30 ans d'après. Si je voulais comparer 1957, je vais comparer avec la période là-dedans, guerre froide terminée en 1990. C'est-à-dire, par exemple, le Kennedy lançait l'Alliance pour le progrès, nous n'avons pas eu l'Alliance pour le progrès en 1986 et nous pas gagné en 1945-46. Même tout, lorsque il y a la crise des missiles à Cuba en 1963, nous pas de crise des missiles avant, pas de gain après. Lorsque il y a l'invasion de la République dominicaine ou l'occupation de la République dominicaine par les États-Unis en 1965, nous pas de gagner en 46 sous-estimé par exemple et nous pas de gagner en 86 après Duvalier. Ça veut dire qui ça? Le m'a étudié une période moins doué honnêtement rester dans période là et comparer période là avec tête li. Et ça me dit moi dit si ou besoin comprendre Duvalier et si ou besoin comparer Duvalier, comparer avec période li, comparer avec Trujillo, comparer avec Stroessner, comparer avec Pinochet, comparer avec moun qui pendant période là t'a dirigé même gens avec lui et qui t'a gagné même défi avec lui et qui t'a gagné même avantage avec lui. Dit qui même gens avec lui et t'as un comportement par rapport aux États-Unis ou t'as un comportement par rapport à Cuba ou t'as un comportement par rapport ou qui yo même tout est qu'on a victime d'évasion même gens avec lui. Maintenant lecture que yo monde voulait faire. Maintenant, ça qui fait me parler de lecture contemporaine. Je parle de lecture contemporaine dans la mesure où, oui, je suis un historien, mais quand même, moi, je suis contemporain. Et texte Pierre Charles, moi, bien dit, là, je parle d'une œuvre historique, et bien préciser une œuvre historique militante, parce que pour moi, le texte de Pierre Charles n'est pas un texte d'histoire, m'expliquer ça au départ, pour moi, c'est un texte de sociologie politique que opposant à Duvalier écrit. Maintenant, et Walmoin, c'est justement, ouais, qui côté Pierre Charles a raison en 1967 et qui côté tout dans l'analyse li pas arrivé très clairement en 1967 le l'a écrit. C'est-à-dire lui même tout a limite li pendant période là. Donc le m'a li texte là 60 ans après, même si me fait tout effort pour me contextualiser, même si me fait tout effort pour me mettre dans période li, mais regard me projeter sur lui c'est un regard contemporain. Maintenant,
Est-ce que nous pouvons vraiment remettre est-ce que nous avons sous dos du Valais, si je bien comprendre, tout ça qui passait après 1986? Bon, certainement dans l'histoire, chaque monde qui prend histoire ou prend ou bien chaque monde qui prend période historique ou prend lui pour endosser ça qui fait de positif et ça qui fait de négatif. Oui, génération qui passait après 86 ans, les responsables de propre travail, là encore, si je compare génération après 86 là, je compare par rapport à ça qui passait en Philippines dans la même période là, je compare à la fin de la dictature en Argentine dans la même période là, je compare à la fin de la dictature au Chili en même période là. Donc, yo même tout, yo gagné puis endosser responsabilité par rapport, les m'a comparé par rapport à contemporain dans la même période là. Maintenant, pendant ma fait lecture sous 1957 à 1986, donc on me dit, moi, il y a deux fils rouges qui paraissent devant. Fil rouge qui paraît devant, par exemple, c'est que je constatais que le François Duvalier arrivé au pouvoir, il y a assez de ressources intellectuelles pour que malgré le voyer tant que la voyer intellectuelle allait en exil, il continuait de très grands intellectuels qui continuaient à servir le régime, ou bien, si nous voulons, qui continuaient à servir le pays, qui continuaient à servir dans l'université, qui continuaient à servir dans la diplomatie, qui continuaient à servir dans l'administration publique. Maintenant, ça me constater, c'est que et chute 1960 qui permet que Maurice Datig, pour me citer quelques exemples, par exemple, quitter Haïti et puis pour la construire système éducatif en République démocratique du Congo, ou bien pour me gagner, par contre, Anthony Felds dehors, bon, vous cherchez les noms et vous les citez. Maintenant, pas de personne qui peut dire qu'en 1986, ça qui est passé en 1960 avec la fuite des cerveaux, il n'y a pas de conséquences sur 1986. Ça fait me dire dans le texte là, le on comparer ça qui a passé après 86, le on dit 86, le on dit 57 86 c'était plus bon que après 86 à Jodia, m'a dit attention faut t'y camper parce que en fait après 86 héritier de ça qui passé entre 1957 et 1986. En fait, les Duvalier capable de gagner de grands diplomates, de grands ethnologues qui ont servi le gouvernement là, ce n'est pas des gens que lui-même était formé. C'est des gens qui étaient formés sous l'ESCO avec estimé et parfois même sous ma gloire. Maintenant, on a constaté que les gens qui pral diriger après 86, c'est des gens qui étaient formés pendant la période ça. Donc, si nous vraiment voulons comparer les responsabilités et essayer de comprendre qui ça a passé après la dictature, l'intéressant pour nous prendre en considération. Le dernier bagage après-midi, moi j'aime utiliser souvent tendance à que politologue, expression ça que politologue aime, notion de path dependence. Path dependence fait que ou gagnez une série de bagages qui arrivent dans le pays aujourd'hui. Ou gagnez une série de bagages que vous mettez en place aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez senti conséquences. Vous pouvez sentir conséquences après une ou deux générations. Et je pense que c'est justement ça qui passait dans la période 1957 et 1986. Merci, professeur. Deuxième série, McDonald Orphée, Smith Augustin. Bonsoir, professeur. Bonsoir au modérateur, Gaston Dossé. Bonsoir au public de Café Philo. Alors, je vais passer outre de livres Gérard Bierchal, qui sont livres qui jugent trop fanatiques, pour abonder avec un livre que Touyo écrit, Michel Touyo, sous dictature là, qui c'est Les racines historiques de l'État du Valdieri. Dans le livre ça, professeur Touyo essayait de montrer le régime du Valdieri là comme étant l'aboutissement d'un ensemble de pratiques, comme étant l'aboutissement d'un ensemble de agissements et de réagissements politiques qui conduit à l'État du Valdieri. Que ce soit le phénomène de la Sainte Alliance, c'est-à-dire les deals que l'État haïtien avait fait avec, dans un premier temps, le système international, c'est-à-dire les organisations internationales et autres, et avec aussi la bourgeoisie haïtienne. Deux deals ont conduit dans un premier temps à l'effacement de la paysannerie haïtienne et dans un second temps
à l'effacement de la classe moyenne du pays. Et en plus de cette alliance-là, il y a un phénomène police répressive là, donc les VSN, les volontaires de la sécurité nationale, que François Duvalier lui-même hérité à travers pratiques gouvernementales qui étaient, alors, de pouvoir qui était là avant 1957. Et nous sommes fatigués de tout ça. Il y a un pile monde qui parlait à cet effet de terrorisme d'État sur le corps civique haïtien, notamment René Dépès, pour qualifier un ensemble d'atrocités, pour qualifier tout abus que le régime Duvalier a fait sous le corps civique haïtien. Non souci de l'an citoyen en 1986, nous arrivons à chuter du valierisme. Mais force donc est de constater, professeur Atus, que pratique gouvernementale qui est là sous Duvalier, il a perduré, que ce soit au plan police répressive là, que ce soit au plan cette alliance là. Dans la perspective ça, professeur, Mapmando, il est vrai qu'ils font un bel étalage qui aide nous comprendre Duvalierisme à travers le livre Gérard Biachala. Mapmando dans ce sens-là, quelles sont vos propositions citoyennes en vue d'exorciser pratique ça qui conduit à type d'état ça que nous gagnons, parce que nous ne pouvons pas qualifier journée jeudi de démocratie ou bien de dictature puisque pratiquer un petit genre mélangé. Merci McDonald Orphée. Bon, d'abord remercier le professeur Atus pour l'exposé très, très intéressant. J'ai deux remarques. D'abord, totalement d'accord avec perspective d'analyse de ne pas comparer une époque qui succédait à l'autre, parce que de toute façon, considérer la dictature du Valieris là, ou du Valérien là, il y a un peu de conséquences sur le temps d'après, parce que par exemple, mainmise politique là sous institutions, etc., et déstabilisation de classe intellectuelle, tout ça. Tout simplement, première question, c'est généralement, puisqu'en Haïti, historiens au niveau international, toujours essayer de considérer les grands dictateurs de la région. Donc pour Haïti, c'est François Duvalier, pour la République dominicaine, c'est Trujillo, tandis que, à mon avis, le contexte de dictature Trujillo, ce n'est pas le même contexte que Duvalier. La vraie comparaison, c'est avec Balaguer. Par exemple, Trujillo, c'est lui-même qui vient consolider et mise en place de l'occupation américaine. D'ailleurs, même chronologiquement, Trujillo, c'est entre 1930 et 1961. Donc, il est assassiné 4 ans après Duvalier qui monté en 1957. Tandis que Duvalier représentait en 1957 une situation similaire à celle de 1990. Donc, c'est le progrès. C'est un pouvoir qui est annoncé comme un pouvoir progressiste, civil et non pas militaire, contrairement à l'autre dictature d'Amérique latine, contrairement par exemple à la dictature de Trujillo, qui lui-même ont un pouvoir civil qui transformé à un pouvoir qui promet des progrès et qui transforme la dictature. Donc première question c'est ça, est-ce que vraiment la comparaison la plus juste, c'est pas surtout avec Balaguer au lieu de Trujillo? Deuxième chose, bon, c'est déjà une succession de premières questions. Hein. C'est vrai que la radiographie généralement est descriptive. Donc, ma question, c'est, puisque vous-même vous essayez de dépasser les textes là, et peut-être vous arrivez à dépasser, comment vous êtes capable d'expliquer transformation ça de un pouvoir qui annonçait le progressiste? Parce que ça, 57 en fait. 57, c'est son gros bagage. Son médecin paysan qui vient président et que tout le peuple a pensé qu'il est délivré avec Duvalier. Donc, comment passer de l'espoir? C'est ça. Je suis bien content de commentaire que tu as fait à l'heure sous Bosch, qui mettait nous dans le contexte, ça Bosch t'a montré. Retour, donc on part en avant, deux pas en arrière. Puisque ils ont fait 46, Duvalier c'est pas de voix dans le mouvement, négritude, mouvement et vraiment progressiste. Comment, peut-être, est-ce que c'est peut-être faiblesse texte Gérard Biachala qui était un peu, enfin, Mosé dit un peu descriptif? Est-ce que l'expliquer, est-ce qu'il y a des mécanismes socio-historiques qui expliquaient transformation ça, de l'espoir à désespoir ça? Comment ça arrivait fait? Comment Duvalier vraiment transformé le dictateur? Merci Smith Augustin. Merci. Ma PC est très bref et en fait donc question alors je vais aller directement à la question qui demandait qui proposition citoyenne et
nous avons fait dans le cadre des pratiques gouvernementales et mauvaises pratiques gouvernementales qui ont perduré. En fait, vous connaissez les travail histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est une position adoptée. Je pense que, en fait, comme chercheurs, nous ne sommes pas obligés tout le temps de gagner une position qui, j'aime dire, militante pour nous vraiment jouer sur l'événement et faire proposition. Même penser, par exemple, le simple fait que nous arrivons à décrire et nous arrivons à permettre de nous comprendre, nous arrivons à mettre en contexte, je pense que c'est déjà une participation par nous, ne permettre que pas répéter encore, ne permettre que pas reproduire encore. Je me rappelle par exemple que le monde tant qu'Hannah Arendt, par exemple, que est considéré comme une plus grosse figure de l'anti-autoritarisme. En fait, Hannah Arendt, pas jamais réellement, dans le texte clé là, il pas vraiment prend position et clairement contre l'autoritarisme, mais façon d'écrire l'autoritarisme là. Et façon de montrer et l'entrer en profondeur dans la question de montrer les limites, fait que déjà, en fait, par contre, aujourd'hui, qui a parlé de, qui a dénoncé l'autoritarisme pour pas citer Hannah Arendt, par exemple. Donc, je pensais, moi, limiter le travail dans la question ça, non, et prendre fait historique, contextualiser, présenter au bail nous-mêmes, parce que c'est vrai que l'homme travail, me paraît un travail pour comme. Mais en fait, moi-même, je travaille comme historien, je marche avec travail l'autre monde, je marche avec travail sociologue, avec travail politologue, je marche avec travail philosophe. Donc, moi-même, moi, penser, moi, bail éléments, faire premier pas, et puis, pour des vraies propositions concrètes, et m'a quitté politologue, sociologue avec philosophie, fait job bio. Deuxième question, oui, pour comparaison avec comparaison du Valier Touyo, du Valier Balaguer. Effectivement, nous apprenons compte que Duvalier l'utilisé, Duvalier a plus semblé à Balaguer, mais en fait, Duvalier dirigeait pays pendant 4 dernières années Touyo. Alors, Papadoc dirigeait pays pendant 4 dernières années Touyo, alors que Balaguer dirigeait pays pendant 4 dernières années Papadoc, parce que Balaguer arrivait vraiment au pouvoir en 67. C'est vrai qu'il était vice-président sous Touyo, mais bon, tout le monde connaît, c'est un vice-président perpétuel dans la mesure où c'est Touyo et qui était vraiment à diriger le pouvoir là. Et puis deuxièmement, en fait, figure Balaguer en République dominicaine beaucoup plus contestable puisque Balaguer ou pas en affaire à dictature Balaguer là, sous Carrel dictature était beaucoup plus subtile. Dans la mesure où il quand même prend pouvoir et il quand même permettre que une certaine opposition qui a fonctionné à tel point que José Blanco font un petit coup de sous pouvoir et Juan Bosch osé quitter l'exil pour devenir candidat à la présidence dans les années 71-72. C'est-à-dire pas même caractéristiques côté gain par exemple sous Touyo, côté carrément sous Touyo, Juan Bosch a été carrément en exil. Et Juan Bosch, pour histoire, les vivent vont partir dans l'exil en Haïti sous gouvernement estimé. Donc, en fait, il y a Balaguer un gouvernement fort en République dominicaine, un gouvernement fort, un gouvernement de droite, mais vous constatez que peut-être c'est une caractéristique République dominicaine autour de période là. De temps en temps, il y a 4 ans, côté que un gouvernement plus ou moins progressiste qui montait sous pouvoir, et puis il fait 4 ans par là, et puis Balaguer tournait. Et puis après ça, il y a eu élections, côté gain de partis politiques de l'opposition qui a fonctionné, gain de opposants qui viennent candidats, et puis ils ont perdu le pouvoir encore, et puis Balaguer retourné encore. Donc, je suis d'accord si on voulait faire comparaison avec Balaguer, mais en termes de vraiment dictature bout-du, le régime du Valais a été plus semblé à régime Touyo que le bras semblé à Balaguer. Maintenant, ça, c'est une grosse question. Je ne pense pas vrai que les historiens ont des réponses. Non, même si Gérard Pierre Charles
je pense que ni Pierre Charles ni Trouillot dans ce sens-là, il y a des éléments de réponse. Des éléments de réponse dans expliquer comment Duvalier est arrivé sous pouvoir comme un gouvernement progressiste, d'accord à voir, parce qu'en 1957, les Duvalier est arrivé sous pouvoir, c'est comme une continuité d'estimer qui te prend un coup d'État, que Maglobe a un coup d'État en 1950, et les Duvalier est arrivé sous pouvoir, ancien ministre d'estimer, et qui arrivait d'abord avec le plein soutien des estimistes, avec un discours qui proche d'estimer. Donc, il y a une tendance vraie qu'on a fait un pouvoir progressiste, et il faut le dire, même si du côté de la violence, pendant la première année, gouvernement Duvalier a montré point du côté de la violence, mais il y a quelques éléments qui montraient que ou prêt à aller vers un gouvernement progressiste. Ne serait-ce qu'un deux premiers cabinets gouvernement Duvalier a été fondé. Mais je crois que tant que Pierre Charles dit et tant que Michel Roth Trouillot dit, ou gagne une série d'éléments qui inhérents à ce système. Donc, une série de problèmes systémiques qui fait que c'est très facile en Haïti pour monde venir dictateur. Et c'est très facile en Haïti pour un gouvernement arriver et de manière progressiste au pouvoir. Et l'arrivée au pouvoir, l'estimer que faut pouvoir la perpétuer, l'estimer que faut qu'il passe à côté constitution ou bien faut qu'il viole totalement constitution. Maintenant, je pense que ça arrivé Duvalier, il est arrivé avant et il est arrivé après, sauf que lui-même il y a un contexte qui favorisait que le perpétuer au pouvoir quitter le contexte de la guerre froide. Mais encore, tant qu'on dit, ni Pierre Charles et ni Trouillot montré que nous gagnons dans le système haïtien, nous avons un problème systémique qui permet que c'est facile pour que le régime boudu, pour que l'autoritarisme, pour que la dictature prenne naissance en Haïti. Mais dans le cas du Duvalier, non seulement il y a un problème systémique là, mais il y a un contexte international que la guerre froide a favorisé, à mon avis, qui te permet que la dictature a émergé. C'est Sam Kabaou comme élément de réponse. Professeur, merci un peu. Il n'a pas applaudi professeur Robert Atis. En fait, je dis nous merci pour votre présence. Il y a une chose qui est dans l'intervention professeur là, c'est que la relation Haïti avec l'autre pays et l'autre acteur dans le système international là, c'est pas une relation solidaire, c'était plus un rapport de connivence, de complaisance, de cupidité. Voilà, merci beaucoup. Et puis, à mardi prochain. En carton yo palais, il dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descend en bacade à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre à peser.